lombonga lombonga ba mama bakolela papaya nalela kiga mama tongo etana kapo ya moto nyonso ya mokili mula mataki akangisi mayele nanga na molili Lumumba telemi atome moto na ibale babanzaki bazindisi bahindo liwa ya Lumumba epesi mwita na mokili Nous allons commencer cette soirée en donnant la parole à Charles Nana. Plusieurs compatriotes congolais ont souhaité rencontrer et écouter Charles Nana à Bruxelles. Il est là en chair et en os et nous allons l'écouter. Plusieurs d'entre nous savent que Charles Nana est un journaliste d'investigation. Il est français d'origine camerounaise. Il a écrit, entre autres livres, Les secrets du génocide rwandais, Les secrets de la justice internationale. Il a publié 3 livres sur la Seconde Guerre mondiale, La France et ses tirailleurs, Noirs, Blancs et Beurs, libérateurs de la guerre, Joséphine Baker contre Hitler. Et vous savez que Charles Nana est l'auteur du livre que nous avons lu et relu et qui est intitulé « Ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise ». Et souvent, nous faisons du coq à l'âne parce que nous oublions de voir les visages qui sont sur la couverture et nous mettons tous les Tutsis dans le même panier. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Lui-même va prendre la parole et nous dira ce qu'il pense du désastre humanitaire que le Congo vit depuis 1997 jusqu'à ce jour. Charles sera demain ou déjà aujourd'hui un citoyen d'honneur pour le Congo. Et avant de lui passer la parole, je voudrais que nous puissions l'applaudir. Merci mesdames et messieurs, chers amis, merci Jean-Pierre. Avant de commencer cet entretien, j'aimerais quand même exprimer une préoccupation fondamentale. Résident en France, vous avez tous suivi il y a à peu près une semaine quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui vient du même pays que celui
d'où je viens, c'est-à-dire la France, qui s'est rendu à Kigali. Et cette personne dont j'ai oublié le nom a dit qu'elle s'inclinait devant les morts rwandais à Kigali. Pas un mot pour les morts congolais, et je pense qu'avant de commencer cet entretien, je vais moi m'incliner d'abord et avant tout sur la mémoire des morts congolais qui sont des morts innocentes en cette tragédie. Je ne serai pas très long parce que je sais que certains d'entre vous ont lu le livre et qu'on aura l'occasion de revenir sur les détails tout à l'heure, mais je voudrais vous donner les 3 raisons essentielles qui m'ont amené à faire ce travail et à écrire ce livre, qui a été préfacé par Cynthia McKinney, la congresswoman, donc qui a beaucoup travaillé et qui a inspiré aussi mon travail et mon engagement sur le Congo. On s'était déjà croisés plusieurs fois dans le dossier du Rwanda, et lorsque j'ai découvert le travail qu'elle avait fait au Congrès, que beaucoup de Congolais ignoraient, eh bien, j'ai voulu approfondir ce travail. Les 3 éléments fondamentaux qui m'ont amené à faire ce travail, c'était d'abord d'exprimer la souffrance du peuple congolais, parce que après de nombreuses années sur lesquelles j'avais travaillé sur le dossier du Rwanda, la tragédie congolaise se déroulait sous nos yeux et elle semblait n'intéresser personne, en particulier mes confrères journalistes, aussi bien français, européens que africains. Cette situation, je ne la comprenais pas. Je ne la comprenais pas pour la simple raison que le massacre des Congolais se faisait au vu et au su de tout le monde. Je ne comprenais pas non plus que les viols des femmes au Congo, l'exploitation des enfants dans les mines de diamants et de coltan, tout cela semblait être un événement anecdotique ou accessoire par rapport à la gravité de ce que vivait le Congo. J'ai considéré à un moment donné que c'était anormal et qu'il fallait au moins, malgré les mémorandums que beaucoup de Congolais faisaient auprès de l'Union européenne, auprès des Nations Unies, auprès des administrations américaines, même de l'administration belge et j'en passe, eh bien tout cela semblait insignifiant. J'ai donc voulu rompre le silence en espérant que ma voix, si faible et si petite soit-elle, puisse toucher en dehors des Congolais, des Africains et des Occidentaux qui avaient une attitude, je ne dirais pas sympathique et généreuse, mais une attitude humaine à l'égard de la tragédie congolaise. La deuxième raison qui m'a poussé à faire ce travail, c'est que face à ce silence, je me rendais compte qu'on avait du mal à identifier les auteurs de la terreur que vivait le peuple congolais depuis de nombreuses années. Et je ne comprenais pas pourquoi il était si compliqué de voir les gens qui commettaient les massacres au Congo, de voir les personnes qui organisaient le pillage au Congo, pourquoi il était si difficile, malgré les mémorandums des organisations congolaises des droits de l'homme, malgré les appels répétés et constants d'un certain nombre de personnalités politiques congolaises ou d'un certain nombre de personnalités de la société civile, eh bien, toutes ces interpellations restaient lettres mortes. J'ai donc voulu identifier ce qui faisait que cette situation était immobile. Eh bien, j'ai découvert tout simplement qu'au cœur de
ces événements, il y avait ce que j'ai appelé ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise, c'est-à-dire les extrémistes Tutsis de l'armée patriotique rwandaise. Ces personnes étaient devenues quasiment non identifiables, ou en tout cas, il semblait qu'il y avait une espèce de consensus général qu'ils devenaient indésignables et qu'il fallait user d'artifices de toutes sortes pour que les Congolais aient le droit minimum de désigner qui étaient ceux qui commettaient des atrocités sur leur territoire. Alors, j'ai commencé mon enquête avec une préoccupation essentielle. C'est de comprendre à travers une certaine chronologie comment ces gens ont pu pénétrer le Congo, commettre des atrocités et rester invisibles ou en tout cas non identifiables. J'ai constaté d'abord qu'en 1995, l'armée patriotique rwandaise est entrée au Congo, a menacé avant d'entrer au Congo qu'il allait entrer au Congo. En tout cas, Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, avait clairement exprimé dans la presse que si les Nations Unies n'allaient pas déloger les génocidaires Hutus qui se trouvaient au Congo, I'm gonna do the job, c'est-à-dire qu'il ira faire lui-même le travail. Et je pense que dès ce moment-là, certaines personnes n'avaient pas pris cette menace au sérieux et on a été surpris de voir le FPR bombarder les camps de réfugiés. Les appels à l'époque de la députée européenne Emma Bonino étaient violemment critiqués, ici même à Bruxelles, au sein de l'Union européenne. Tout le monde se souvient des bombardements de Tingi-Tingi et le nombre de victimes que tout cela a produit. À l'époque, l'idée que tout le monde se faisait, c'était qu'ils avaient raison. Kagame et l'armée patriotique rwandaise avaient raison d'aller pourchasser ceux qui avaient commis le génocide sur le territoire congolais. Mais personne ne se posait la question de savoir est-ce que ceux qu'ils désignaient comme des génocidaires étaient tous réellement des génocidaires. Les enfants que nous avons tous vus sur le dos des femmes auraient planifié le génocide en Kigali. Les bébés qui mouraient entre les mains de leur mère étaient apparemment des planificateurs de génocide. Des enfants de 3 ans et de 4 ans qui tombaient sous les balles de l'armée patriotique rwandaise avaient eux aussi planifié le génocide au Rwanda. Et donc, toutes ces femmes enceintes et toutes ces personnes, ces enfants qui mouraient sur le territoire congolais, méritaient visiblement de mourir parce qu'ils auraient commis en 1994 le génocide à Kigali. Mais personne ne s'est posé la question non plus de savoir si parmi ces gens, il y avait aussi des Congolais qui se trouvaient simplement sur le territoire et qui, du fait de l'offensive du FPR, pouvaient être des victimes de dégâts collatéraux. Eh bien, là aussi, on pouvait penser que les Congolais avaient tort d'accueillir sur leur territoire des réfugiés rwandais. Et donc, ils méritaient la sentence de la mort. En 1996, cet épisode s'est répété jusqu'à ce qu'en 1997, l'armée patriotique rwandaise décide de participer à la chute du maréchal Mobutu. Là encore, le principal argument qui avait été avancé par Kagame lors de la discussion qui s'était tenue à Kampala avec Yoweri Museveni, lorsqu'ils ont décidé de mettre sur pied l'AFDL, donc l'armée de libération du Congo qui devait accompagner Laurent Désiré Kabila, l'objectif pour Kagame était de faire exterminer au Congo les génocidaires Hutus qui avaient commis les massacres dans leur pays en 1994. Deuxième argument qu'il avait présenté à l'époque, c'était que l'armée patriotique rwandaise puisse participer jusqu'à